Bonjour à tous, nous sommes actuellement au camp d'été du MFRB, nous sommes le 24 août 2021 et demain sort le nouveau bouquin de Guy Valette, bouquin on dit pas, on dit livre, nouveau livre de Guy Valette, l'allocation universelle d'existence, et Guy va nous présenter justement son ouvrage et tout le processus qui a conduit à l'écrire. Je lui laisse la parole. Bonjour tout le monde. Donc ce bouquin, c'est le fruit de 10 années de réflexion alimenté par mon activisme au MFRB. Et ce n'est pas en expert de la protection sociale que j'interviens, mais en citoyen engagé dans cette réflexion et dans ce combat pour cette belle idée dont l'heure est venue. Alors dans un premier chapitre, je rappelle un peu les fondamentaux que sont l'universel, l'inconditionnel et le commun, ce que le philosophe Frédéric Worms appelle l'universel concret, c'est-à-dire ce que tout individu, où qu'il soit, quoi qu'il fasse, doit satisfaire. Chacun doit pouvoir à tout moment s'instruire, doit pouvoir avoir accès aux soins, doit pouvoir se nourrir quotidiennement, se loger, se déplacer, se vêtir. Et le problème, c'est que tous ces nécessités qui sont universelles, eh bien, sont liées à un autre droit, qui est le droit à l'accès à un emploi correctement rémunéré. Et c'est là que le bas blesse. Et après, dans un second chapitre, je parcours un peu ces 70 dernières années, où l'on a vu les droits sociaux qui avaient été établis après la Seconde Guerre mondiale avec la sécurité sociale, même petit à petit ont été reniés. Et la distribution de la richesse par le travail est devenue de plus en plus erratique. Et les inégalités ont augmenté, la précarité s'est développée, les exclus du monde du travail ont été de plus en plus nombreux, ce qui fait que, dans un autre chapitre, je développe comment l'État a tenté de redistribuer ce qui était mal distribué par le travail. Et c'est toutes les aides sociales qui petit à petit se sont accumulées. Il y a les minima sociaux, il y a les aides à la famille, il y a les aides à l'emploi, la prime d'activité qui vient booster un SMIC qui est défaillant, il y a les réductions de cotisations sociales, le CICE, les réductions Fillon, toutes ces aides qui sont au nombre de plus de 50 consomment à peu près 100 milliards d'euros. Le problème, c'est que ces aides sont conditionnées, elles sont familiarisées, elles assignent la personne à résidence, elles rabaissent l'individu en sens que chacun doit aller montrer un petit peu son niveau de précarité pour pouvoir avoir droit à un montant d'une aide donnée. Ces aides sont complexes à mettre en œuvre. Bref, le plus important, c'est qu'elles divisent la société en deux grandes catégories. D'un côté, les assistés, ceux que l'on appelle le monde des ayants droit, et de l'autre côté, les contributeurs, ceux qui payent l'impôt pour financer justement toutes ces aides. Pendant qu'une petite partie, petite minorité, qui grâce à tout un tas d'astuces réussissent à s'échapper à leur devoir de solidarité par l'optimisation fiscale. Donc on a une société qui est complètement fracturée. On a cette fameuse République une et indivisible qui est morcelée, qui est éclatée façon puzzle, et il faut en finir avec ce système-là, et c'est ce que l'on va voir maintenant dans une autre partie, dans une troisième partie du livre. J'aime bien dire cette phrase du philosophe Simmel qui déjà en 1907 indiquait le système des aides sociales est le moyen de faire taire les classes laborieuses qui subissent de plein fouet les ravages du capitalisme mondialisé. Déjà en 1907, on dénonçait ces aides sociales qui assujettissent les individus. Donc ce que je propose dans le bouquin, c'est de transformer ces aides qui rabaissent en un droit qui élève, un droit universel qui élève. Alors, en substituant à la redistribution faite par l'État, une redistribution universelle
transformatrice, comme l'appelle Nancy Fraser dans Qu'est-ce que la justice sociale ? Redistribution qui est fondée sur un principe, qui est le principe de solidarité universelle, c'est-à-dire que tout le monde contribue en fonction de ses moyens, en revenus et en patrimoine, à cette allocation d'existence universelle que tout le monde recevra dès le premier du mois. Alors après, dans le bouquin, je décline comment on pourrait, par un exemple, mettre en place cette allocation universelle. Je montre par un exemple que l'on peut aujourd'hui mettre en place, sans spolier personne, une allocation universelle de l'ordre de 900 € à peu près. Pourquoi 900 €? Parce que ça correspond à ce que aujourd'hui un individu donné reçoit en aide sociale au maximum de des possibilités du système. Donc voilà, donc c'est un niveau plancher. Et puis donc je décline après dans une série d'exemples. Je parle de en quoi le revenu universel peut développer, peut être bénéfique pour les jeunes, peut être bénéfique pour les femmes. Je décline un peu par divers exemples comment ce revenu universel peut être important pour l'ensemble de la société, au niveau écologique, au niveau de la sécurité sociale aussi, contrairement à ce qu'on pense. Ce revenu universel va permettre de rebooster la sécurité sociale. Un exemple, si vous assurez à tout le monde une retraite minimale de 1 000 €, par exemple, eh bien, vous réglez le problème de la sécurité sociale et vous pouvez simplifier le système et faire que tous ces régimes de sécurité sociale soient résumés en un seul, un régime général qui permette de compléter ce revenu universel pour ceux qui auront travaillé pendant toute leur vie. Bref, je décline à travers différents chapitres en quoi ce revenu universel peut être un émancipateur. Voilà en gros ce que j'ai fait dans ce bouquin. Donc je montre que très concrètement, sans moyens supplémentaires, mais simplement par un meilleur partage des ressources, on peut assurer à chacun ce revenu minimum garanti, et que ça devienne un droit où dès le premier du mois, tout le monde, de façon automatique, reçoit ce revenu qui lui assure une existence digne pendant le mois qui suit, et après, à la fin du mois, en fonction de ses revenus, en fonction de son activité qu'il aura eue, il pourra contribuer à alimenter les ressources de ce revenu universel. Voilà en gros le principe de base que vous trouverez décliné dans ce bouquin. Alors je ne sais pas, on peut échanger si vous voulez pour... Oui. Tu as choisi d'entamer ton bouquin justement par la citation de la Constitution de 1793, issue justement de la République. Ouais. Pourquoi avoir choisi de commencer ton ouvrage par ça? Parce que, me paraît, alors on va la citer peut-être pour tout le monde. Je la cite en exergue. Le but de la société, le bonheur commun. C'est l'article 1er de la Constitution de 1793. Malheureusement, il faut savoir que cette Constitution n'a jamais été appliquée. Et je parle d'une citation qui est celle de Jacques Roux, ce curé rouge, qui dit « La liberté est une illusion. Si une classe d'hommes peut impunément en affamer une autre, l'égalité est un leurre aussi longtemps que les riches exercent le droit de vie et de mort sur leurs concitoyens. La République est un fantôme si les 3/4 des citoyens ne peuvent payer les denrées sans verser des larmes. » Parce que ça me paraît parfaitement résumé la situation actuelle. Et il n'y a pas d'égalité de droit à l'heure actuelle si une partie de la société est obligée d'aller quémander de quoi vivre tous les 3 mois à la sécurité sociale. Est-ce que dans cette citation qui dit que le partage doit assurer le bonheur de tous, est-ce que le revenu de base n'ajoute pas de tous et de chacun? Parce que en réalité, le revenu de base va apporter quelque chose de fondamental, me semble-t-il, c'est la sécurité. Absolument. Qui n'a probablement jamais existé dans l'histoire, une véritable sécurité matérielle, bien évidemment,
Et est-ce que ce n'est pas ça que le revenu de base apporte concrètement? Absolument, tout à fait. Encore une fois, si dès le premier du mois, vous êtes assuré d'avoir de quoi vivre pour vous et pour votre famille tout au long du mois, eh bien vous avez l'esprit dégagé. On a il y a un intellectuel qui parle de bande passante cognitive qui s'élargit tout d'un coup, c'est-à-dire nos capacités, même intellectuelles, s'ouvrent, parce qu'on n'est pas omnibulé par cette angoisse permanente que l'on a de perdre son emploi, de ne pas gagner suffisamment, d'être endetté, etc. Voilà, ça donne une sécurité formidable pour pouvoir prendre des initiatives. Ça donne un pouvoir à l'individu, pouvoir choisir, pouvoir décider de réaliser un projet, le pouvoir d'échouer aussi. Parce qu'à l'heure actuelle, on est condamné à réussir, on nous le dit tous les jours. On est sommé de réussir, sinon on est un perdant. Parce que là, avec ce revenu universel, vous avez le droit d'échouer, de recommencer, de changer, de vous tromper, de changer de voie, etc. Regardez pour les étudiants, si les étudiants sont assurés d'avoir ce revenu universel de 900 € dès 18 ans, ils peuvent se permettre de démarrer des études, éventuellement de les abandonner, pour reprendre autre chose sans que ça soit une angoisse formidable pour la personne ou pour la famille qui somme son enfant de devoir s'insérer dans le marché du travail le plus rapidement possible. Donc ça donne du pouvoir aux gens, aux personnes, ça c'est clair. Et de la sécurité évidemment. Ce qui est intéressant dans le livre, c'est que tu montres que c'est possible. Tu fais des calculs sur la base des chiffres d'aujourd'hui et on voit que c'est un changement de redistribution des richesses et que cela semble possible. Donc ça, je pense que ça peut être une bonne réponse à beaucoup de gens qui pensent que le revenu de base est une douce utopie. Là, tu l'as vraiment présenté comme une sécurité sociale élargie. On revient sur le sujet de la sécurité. Et possible. Donc, je pense que ça peut être un appel aussi à des économistes de s'emparer de ta proposition et de la chiffrer peut-être plus précisément, etc. Tout à fait. Alors, j'ai tenu à donner des exemples chiffrés pour montrer que justement, un, c'est possible, et deux, ça ne spolie pas une quantité de gens phénoménale. En fait, il y aurait peut-être 2-3% des foyers fiscaux qui seraient sollicités davantage qu'actuellement. Parce qu'il faut, je le rappelle, il s'agit de substituer à la redistribution actuelle par l'impôt, et l'impôt sur la fortune, ce qu'il en reste, le fameux IFI qui ne concerne que les gros propriétaires immobiliers. Il s'agit de substituer ce système d'impôt et d'IFI, d'impôt sur le revenu et d'IFI, et d'aide sociale par ce système redistributif, où la contribution elle est progressive au niveau des revenus, elle est progressive au niveau du patrimoine, et elle permet facilement allouer un revenu universel de 900 € sans aucun problème. Simplement, c'est vrai, il y a 2% des foyers fiscaux qui seront plus sollicités qu'actuellement. Mais je pense que ça vaut la peine que 2% des foyers fiscaux soient davantage sollicités pour permettre à 98% d'être plus heureux dans la vie. Dans ton ouvrage, il y a beaucoup justement un travail d'éducation populaire, je trouve. C'est-à-dire que tu cherches toujours, comme demandait Geneviève, à trouver des exemples pour illustrer le propos, et en fait, tu développes une réflexion qui n'est pas uniquement sur cette allocation universelle, mais également qui est faite quelque part pour sensibiliser sur le contexte dans lequel elle s'applique. Moi, la question qui me vient, c'est à qui, quand tu as écrit ce livre, tu le destinais? Entre quelles mains il faudrait le donner, par exemple? Pour ma part, encore une fois, je n'ai pas voulu me mettre dans la position de l'expert. Je ne suis pas un expert, donc je ne suis pas mis dans cette catégorie, contrairement à ce que font certains. Je ne suis pas non plus un philosophe, donc je n'ai pas philosophé sur toutes les dimensions éthiques, etc. du revenu universel. J'ai voulu faire ce que tu dis, c'est-à-dire me mettre à la place du citoyen lambda et de voir comment il peut appréhender
cette notion de revenu universel. Dans son quotidien, qu'est-ce que ça changerait dans son quotidien? Et justement, je mets même à la fin un petit simulateur qui montre que chacun peut simuler ce que ça changerait au niveau de ses revenus, dans sa famille, dans son foyer fiscal, en fonction du nombre d'enfants, etc., s'il est marié ou pas. Et pour bien justement que chacun touche du doigt, très concrètement, ce que cela signifierait que d'avoir cette allocation universelle. Voilà. Alors bon, je décline aussi, je n'en ai pas parlé tout à l'heure, mais je décline, bon, qu'est-ce que ça changerait dans le monde du travail, au niveau de la réduction du temps de travail. Il est évident qu'avec un revenu universel, ça donne les capacités collectives et individuelles de réduire le temps de travail. Soit on peut individuellement décider de ne travailler que 4 heures, ou prendre un mi-temps pendant une certaine période de sa vie parce qu'on a d'autres projets à réaliser. Et on peut aussi collectivement, dans l'entreprise, mettre en place une réduction du temps de travail de 4 jours, même voire moins, pourquoi pas, et d'organiser le travail différemment, justement parce qu'on a cette possibilité-là du revenu universel qui assure le quotidien. De même, au niveau de la transition écologique, sachant qu'on a ce revenu universel, on peut se permettre d'arbitrer sur les activités économiques beaucoup plus facilement. Des emplois nocifs pour l'environnement, eh bien, on va pouvoir se permettre de peut-être les diminuer, parce que justement, on ne sera plus pieds et mains liés à une activité, quelle qu'elle soit, pour gagner sa vie. On aura ce revenu universel. Est-ce que tu peux présenter aussi l'expérimentation sur une zone telle que tu l'exposes dans le livre? Oui, alors là, oui, parce que là aussi, concrètement, comment on ferait pour mettre en place ce revenu universel? Alors j'ai 2 pistes. Il y en a une que je dis, que j'indique sur la transition, de comment passer du système actuel au système avec un revenu universel. Moi, je pense qu'on ne peut pas dire, bon, on va améliorer le RSA et c'est une transition vers le revenu universel. Je pense qu'il faudrait plutôt partir sur une tranche d'âge. Dire par exemple, on s'occupe des enfants de 0 à 18 ans. On va déjà mettre ça. Ça pourrait être couplé avec une individualisation de l'impôt dans une première année, ce qui permettrait déjà de mettre en place le revenu universel pour les enfants. Après les jeunes, par exemple, de 18 à 25 ans, après les retraités, etc. Fonctionner par tranche d'âge, ce qui permettrait de le mettre progressivement en place sur 4 voire 5 ans à l'échelle nationale. Alors, on peut aussi mettre en place, mais dire expérimenter un revenu universel sur une commune ou une région ou une agglomération. Et il faudrait peut-être choisir une agglomération qui représente un peu le même type de distribution de la richesse qu'au niveau national. Alors ça, il y a une étude que les experts doivent faire pour cibler une ville, une agglomération qui est à peu près la France en mini, on va dire. Et puis, ce que je propose, c'est tout simplement de dire, on va créer une caisse, on va mettre les aides actuelles, au lieu de les verser directement aux gens, les aides actuelles, on va les verser dans cette caisse, et on va se servir de cette caisse pour payer à la place des gens l'impôt. Ce qui fait que pour l'État, ça sera complètement transparent. L'État continuera à verser ses aides comme dans toutes les autres cités de France, il continuera à percevoir l'impôt comme dans toutes les autres villes de France, et puis on met en place ce revenu universel sous la forme qu'on a indiquée, c'est-à-dire d'une redistribution complètement universelle, avec une progressivité dans la cotisation sur les revenus, une progressivité sur l'impôt sur le patrimoine, etc. Et on voit pendant 4-5 ans ce qui se passe. Bon, alors il y aura des gens qui vont certes peut-être être en difficulté, d'autres pas. Et puis on essaie de vraiment mettre des experts, des sociologues, des gens qui vont voir ce qui se passe pendant 5, 6 ans, 10 ans, pourquoi pas, sur cette localité, sur cette région qui aura été ciblée. Pendant qu'on choisirait une autre région témoin, dans laquelle on n'aurait rien fait, évidemment.
qui sera un peu du même ordre, et on verra un petit peu les différences au niveau du chômage, au niveau de la santé des gens, au niveau de l'éducation, dans tous les secteurs, ce qui changerait avec ce revenu universel. Voilà, c'est une idée qui reste justement à concrétiser. Sur aujourd'hui les propositions de revenu de base qui existent, il y a celle qui part un revenu versé à tous pour solde de tout compte, jusqu'à ceux qui proposent un salaire régulier qui serait pris sur une collectivisation de l'ensemble de la production. Salaire socialisé. Voilà. Comment te situes-tu, toi, par rapport à ce curseur? Où est-ce que tu mets le curseur? Moi, le curseur, je suis pas pour une rupture du système tel qu'il est. On doit travailler avec le système tel qu'il est et non pas imaginer qu'on va mettre en place un revenu universel dans une société idéale. Donc, pour moi, encore une fois, je me situe à un niveau de revenu universel qui est juste au-dessus de ce qu'un individu X aujourd'hui peut recevoir de la part de l'État. C'est pour ça que je suis très critique par rapport à De Basquiat, qui lui met un revenu, alors certes il est universel, mais il est de 500 €. Bon, 500 €, tu dois encore aller à la CAF pour quémander des allocations familiales, pour des allocations logement. Tu dois aller à la CAF si tu es une mère isolée et que tu as 2 ou 3 enfants pour compléter. Donc moi je ne suis pas d'accord là-dessus. Si tu dois continuer à aller à la CAF pour quémander des aides, c'est pas un revenu universel. Je suis désolé. Il faut qu'on soit totalement libéré de cette dépendance vis-à-vis de l'État. Alors, le niveau, c'est autour de 900. Enfin bon, après, les experts, ils vont mesurer ça au centimètre près, pour savoir si c'est 920, 910, peu importe. Mais surtout, l'idée, c'est de libérer l'individu de cette dépendance aux aides de l'État. De mémoire, tu parlais d'un niveau moyen, mais tu envisages une variabilité au long de la vie. Oui, tout à fait. Là, tu ne l'as pas reprécisé, mais c'est bien. Bien sûr. C'est sur la durée d'une vie. Alors, sur la durée d'une vie, ça fait grosso modo autour de 860 € en moyenne, 900 € à peu près. Et évidemment, on va mettre ce montant en fonction des besoins du moment, en fonction des étapes de la vie. On peut imaginer que, par exemple, à la naissance, on donne 3 000 €. Bon. C'est un revenu universel. Si tout le monde reçoit à la naissance 3 000 € pour les biens de première nécessité qu'un bébé exige. Après, on peut imaginer qu'on donne 300 € jusqu'à 14 ans. On peut imaginer qu'on donne 450 € jusqu'à 18 ans, puis 900 € à partir de 18 ans. Et puis à partir de 60 ans, 1000 le seuil de pauvreté, c'est-à-dire 1075 €. Bon, tout ça fait en moyenne grosso modo 860 €, ce qui est au-dessus de tous les seuils. Ce qu'il faut vérifier, c'est que jamais une personne ne se trouve en situation de devoir aller frapper à la porte de la CAF pour demander un complément. Voilà. Le revenu universel est-il cumulable, la réponse peut-être, avec les allocations de chômage, par exemple? Oui, bien sûr. Alors, là, très important ce que tu dis. C'est-à-dire pour compléter la question, dans les 100 millions dont tu parles, est-ce qu'on a des allocations? Non. Il faut faire alors une différence, je ne l'ai peut-être pas assez fait, entre droits sociaux et aide sociale. Les droits sociaux, c'est quoi? C'est le chômage qui est financé. C'est un salaire, le chômage, c'est un salaire différé. C'est la retraite, c'est un salaire différé, la retraite. C'est l'assurance maladie, c'est aussi une façon de socialiser le salaire par la cotisation. Donc tout ça, c'est des droits sociaux. On n'y touche pas à ces droits sociaux. Et ils viennent s'ajouter. C'est-à-dire, si tu es au chômage, tu vas recevoir ton allocation chômage, mais tu vas cotiser aussi sur cette allocation chômage pour le revenu universel. Ça, c'est un point. Je suis content de l'entendre, je le dirai assez, ça va les rassurer. Voilà. Et reprenons un autre exemple, l'allocation pour adultes handicapés. Ça aussi, eh bien, elle se cumule avec le revenu universel. Pourquoi? Parce que la personne qui est handicapée n'est pas dans une situation d'universalité. Elle est dans une situation de handicap, de dépendance. Elle ne peut pas travailler comme n'importe qui, donc elle ne peut pas avoir les mêmes revenus qu'une personne valide. Donc c'est normal que ça s'ajoute au revenu universel, et elle va cotiser sur cette allocation au revenu universel. De plus, l'allocation adulte handicapé, elle est familiarisée pour le moment, ce qui est un scandale.
Le truc qui me pose question, c'est l'évolution d'un montant, en fait. C'est-à-dire qu'à partir du moment où un revenu de base induit un véritable changement de la société, il est difficile de prévoir comment elle va évoluer. Donc comment est-ce qu'on peut adapter au fil de l'eau ce revenu, s'il a besoin de baisser ou d'augmenter ce revenu? Ben oui, là, bon, ça sera l'indicateur de richesse, hein, c'est-à-dire en d'autres termes, ça sera la valeur ajoutée produite dans l'année qui nous dira si on va augmenter ou pas ce revenu universel au fil du temps. Hein. Je crois que si on est capable de produire plus de richesse en respectant les ressources terrestres, en respectant la nature et les individus, bon, ben, tant mieux, ça sera parfait. Hein. Peut-être qu'on sera obligé de passer par une phase de décroissance, mais cette phase de décroissance sera beaucoup plus amortie grâce à ce revenu universel qu'elle l'est actuellement. Hein. Ce qui signifiera donc de remplacer le PIB par un autre indice. Enfin, ouais. Ma question était la suivante. Tu disais que effectivement la retraite, par exemple, est donc un droit social et non pas une aide sociale, mais ça c'est une convention. Parce que la retraite en tant que telle remplit les besoins du revenu de base. Dans la mesure, c'est la même chose pour moi. Donc il me semble que la retraite devrait s'inclure dans le revenu de base. Mais elle s'inclut. Ouais. Elle va s'inclure. Elle devrait être dans les 100 millions dont tu parlais. Non, c'est autre chose. Ah mais si. Non, attends, mais les 100 millions, dans les 100 milliards dont je parlais, c'est la somme de toutes les aides cumulées par l'État, c'est autre chose. Oui, mais elle devrait... Non. D'accord, ok. Là, ce qu'on va pouvoir faire, c'est résoudre le problème de la réforme des retraites, justement. Hein. Parce que la retraite, maintenant, elle est composée de quoi actuellement? Elle est composée d'une retraite du régime général et des retraites dites complémentaires. Eh bien, on pourra, et d'ailleurs, comme il s'appelle le collègue qui vient jeudi... Patrick le montre très bien dans sa proposition. On pourra se dispenser d'un des deux régimes. Alors soit, moi je suis plus pour regarder le régime du régime général. Lui, il est plutôt pour garder des régimes complémentaires. Bon, c'est un débat, peu importe. Ce qui est sûr, c'est que la retraite sera assurée d'une part par le revenu universel et d'autre part par un complément dû à l'activité qu'on aura produite tout au cours de sa carrière. Mais ce complément sera bien moindre, bien entendu, qu'il est actuellement. Il ne sera pas aussi important. Donc l'avantage, c'est que ça permettra de réduire les cotisations de retraite. Donc, contrairement à ce qu'on pense, encore une fois, le revenu universel va permettre de faire, entre guillemets, des économies sur le système social tel qu'il existe actuellement. Et qui est très dispendieux parce qu'il est mal foutu, justement. Les décroissants parlent, bon, c'est peut-être un peu provocant, mais une retraite égale pour tous. Oui, égale pour tous. Mais là, il y aura une retraite égale pour tous, qui sera le revenu universel, et en plus, une retraite due à ton activité. Au final, ça ne sera pas une retraite égale pour tous. Non, mais bon... Non, ce que dit les décroissants, ça me paraît un peu provocant, mais oui. C'est pas une proposition. Bon. Enfin, moi, je ne sais pas. Je pense quand même qu'il faut garder une retraite qui est le fruit de son travail passé. Enfin, bon. Moi, je suis surpris par le fait que tu intègres les APL dans le revenu universel, par rapport au fait qu'un des intérêts de l'APL, c'est de pouvoir compenser un besoin en logement en fonction des différentes zones. Aujourd'hui, on a 3 zones différentes, l'Île-de-France, les grandes villes et les autres territoires, qui ont des montants différents. Comment est-ce que soit tu intègres cette problématique, soit ce qu'on dit qu'on a franchi? Non, alors là, moi j'intègre les APL parce qu'encore une fois, les APL sont une aide sociale qui est conditionnée, il faut aller tous les 3 mois quémander, ajuster en fonction de ses revenus. C'est parce qu'elle dépend des revenus que je la supprime. En revanche, je suis d'accord. Il faudra aussi accompagner ce revenu universel d'une politique du logement qui soit très offensive et pas ce qu'il y a actuellement. Deuxièmement, je pense quand même que ce revenu universel va permettre une déconcentration des activités. À long terme, ça c'est sur long terme, ça ne sera pas pour terme. Mais à long terme, on va avoir une déconcentration des activités, une relocalisation dans les campagnes de tout un tas de personnes qui, avec ce revenu universel, pourront conduire leur activité à la campagne plutôt que dans la ville. Hein. C'est parce que ce qui se passe à l'heure actuelle, pourquoi le logement est cher, c'est aussi
une conséquence de la mondialisation. Oui. C'est la mondialisation qui a fait que les cités, l'urbanisme s'est concentré autour des aéroports, autour des ports, etc. Donc je pense que là, on va pouvoir, mais c'est vrai que ça sera à long terme. Ça ne fera pas immédiatement d'un claquement de doigts, cette histoire. Donc il faudra, dans toute cette période de transition, accompagner par une politique offensive sur le logement social, enfin peu comme on voudra, avec ce que j'ai aussi oublié de dire, c'est que ce revenu universel va devoir s'accompagner peut-être aussi, et certainement, d'une politique de gratuité de services. On peut penser à la gratuité de certaines quantités de kilowattheures, à la gratuité de certaines quantités de mètres cubes d'eau, à la gratuité de d'un pass Navigo, enfin d'un pass transport, on va dire. Et cette gratuité étant financée par la surconsommation de certains de ces mêmes services. Mais quant au logement, on assiste à une privatisation accélérée des HLM. Ah, mais je suis d'accord. Je suis dans HLM à Gentilly. Auparavant, je faisais le chèque comptable. Maintenant, c'est une office privée qui gère. Et évidemment, ça a réduit une augmentation assez conséquente des loyers. Il faudrait s'opposer ça également. Il y a une CNL à Gentilly, Confédération nationale du logement, plutôt sous obédience communiste. J'en ai parlé un peu avec elle, mais c'est vraiment pas facile de s'opposer à la privatisation du logement social. C'est la logique. Et des EHPAD. Non, mais la privatisation du logement social, elle ne remet pas en cause la réglementation du logement social. Attention, c'est pas parce que tu payes ton chèque. Ah non, c'est exactement la même réglementation pour les offices que pour les sociétés privées d'HLM, c'est pareil. C'est un autre débat. J'ai lu un papier de la CNL où j'ai été une fois ou deux. Ce que tu dis là, non, il faudrait au minimum le relativiser. Non, nous sommes très près de Paris, à Gentilly, compte tenu du prix du mètre carré. Tous ces prolos là, restés là depuis 30 ou 50 ans, ils ne sont pas à leur place, c'est clair. Il y a une autre question également qui est un peu couplée d'ailleurs avec le logement, c'est les zones, les différentes zones, Paris, Marseille, enfin les grandes métropoles, où le niveau de vie est assez élevé, où le coût des besoins minimums, des besoins fondamentaux est relativement élevé par rapport à d'autres endroits en France ou dans le fond de la campagne, etc., où tu peux vivre avec beaucoup moins. Comment on peut ajuster un revenu de base par rapport à ça ? Moi, je ne suis pas pour ajuster le revenu de base en fonction de la région, de la ville, etc. Parce que sinon, on ne s'en sort pas. Et au contraire, ça va inciter à une inflation dans les villes qui sont déjà chères. Imaginons qu'on mette à Paris un revenu de base à 1 500 € et qu'à Bordeaux, on mette à 1 000 €. Il va y avoir une inflation des services à Paris par rapport à ce truc. Et on va aller... Ça va avoir le résultat contraire, renforcer les inverse. de la rente. Donc moi, au contraire, le fait de mettre un revenu de base identique de partout va permettre de mieux réguler, justement. Et encore une fois, qui est-ce qui va arbitrer en dernière mesure? C'est la personne qui, justement, pourra se dire, écoute, moi, je peux conduire la même activité à 100 km de Marseille ou à 600 km de Paris, je ne vois pas pourquoi je m'en priverais maintenant que j'ai ce revenu de base. Donc je quitte Paris, je quitte Marseille. Je vais m'installer ici, par exemple. Mais le différentiel joue sur des loyers différents, l'accès à la terre, etc. Je commence par une remarque, mais il y aura une question après. Dans ton ouvrage, que ce soit les références à la République sociale, que ce soit en fait ta volonté d'expliquer la démarche pour trouver un revenu de base pour aller jusqu'au bout, la démarche d'éducation populaire, j'ai vraiment l'impression que, paradoxalement, la proposition que tu fais, qui s'applique vraiment au monde actuel dans l'espoir d'une transition, est vraiment basée sur un pari démocratique en fait. C'est-à-dire que ces gens libérés seraient ensuite capables d'intervenir autrement dans la cité. Est-ce que c'est vraiment ce pari démocratique-là, ou est-ce qu'il y a d'autres leviers sur lesquels l'action doit pouvoir se jouer? Alors, il y a certainement ce pari, c'est clair. Et puis, les expériences de par le monde le montrent. Chaque fois qu'on a instauré un revenu sans condition, etc., même si c'était des expériences relativement courtes, elles ont été relativement bénéfique autant pour l'activité humaine, pour la santé, pour l'éducation, etc. Donc, il y a eu des effets positifs relativement rapidement.
Ce qui n'empêche pas, et ça je suis d'accord avec toi, d'accompagner ce revenu de base, d'incitations qui permettent de modifier le comportement des gens et fassent que les gens aient un comportement beaucoup plus respectueux de la nature, par exemple. Et puis qui permettent de réguler certains marchés qui sont totalement fous à l'heure actuelle. Ça, j'en ai bien d'accord. Ça, il faudra encore qu'il y ait une politique de régulation dans certains secteurs. Il ne faudra pas se dire, on n'a plus besoin de l'État, terminé, démerdez-vous, vous avez ce revenu universel, démerdez-vous pour bien vivre. Non, il faudra qu'il y ait encore de la régulation de l'État, des régulations économiques sur certains secteurs. J'en suis pas convaincu. Et à partir du moment où ton revenu universel interdira une certaine forme de chantage à l'emploi, est-ce que c'est pas un peu provoquant si je te demande est-ce que ce sera pas le titre du prochain livre? Parce que comment on fait une société qui n'est pas entièrement régulée par cette menace de l'absence d'emploi? Comment on occupe le temps ainsi libéré? Bien justement, par des activités que l'on choisit. Et je pense que l'être humain, il a été diabolisé par le système tel qu'il est. On l'a diabolisé. Alors que je pense que c'est un être social fondamentalement. C'est-à-dire qu'il ne peut pas rester son cul sur sa chaise toute une journée devant la télé. C'est faux, ça. Ça marche une semaine. Au bout d'une semaine, tu pètes un câble et tu sors. Tu vas voir, tu es curieux. En prison, on punit les prisonniers, dans certaines prisons, on punit les prisonniers en leur interdisant de travailler. Oui, exactement. Tu as besoin d'une activité sociale. Alors cette activité sociale peut être rémunérée ou non, ça c'est un débat. Et donc tu ne peux pas te dispenser d'interagir avec les autres. Et interagir, c'est travailler, créer, échanger, accompagner, etc. De toute façon, il faudra quand même produire. Oui. Tout le monde ne va pas profiter de son revenu de base dans le canapé, puisqu'il faudra bien que des gens produisent de quoi nourrir. Donc en fait, c'est juste une manière de se répartir le travail autrement. Tout à fait. Et moi, je suis bien persuadé que si on tombe dans une transition écologique où on consomme moins de pétrole, il faudra plus travailler. Absolument. Que maintenant, dire qu'on va revenir on va réinvestir au secteur primaire. Tout à fait. Alors, et des esclaves. Je suis pas d'accord avec ça, mais bon. Si, mais l'exemple que tu donnais, tu peux le développer, est très intéressant sur les paysans. Si les paysans utilisent moins de machines, moins de produits, il faudra des bras. Il faudra peut-être plus de bras dans l'agriculture, ça c'est clair, pour prendre cet exemple. Je suis pas du tout d'accord, là je suis antidémocratique à réagir comme ça, mais je suis pas du tout d'accord avec ça. Je crois vraiment que si on diminue nos besoins, si on n'a pas besoin de tous ces trucs électroniques et tout que j'utilise à loisir, on n'aura pas besoin de travailler plus de 10 heures par semaine. Mais non, il ne s'agit pas de travailler. Mais globalement, au niveau de la société, on va travailler moins, même s'il y a plus. On va travailler moins, mais on aura peut-être beaucoup plus d'activités primaires que l'on a actuellement. Ça, c'est clair. Si on réduit la part des énergies fossiles, les esclaves énergétiques vont se réduire, donc on aura le double mouvement, à la fois de produire moins et donc consommer moins, et procurer à tous ceux qui le voudront une activité. Et en particulier dans le domaine agricole, où là il y a des calculs très précis faits sur le fait qu'on pourrait avoir 200 millions d'agriculteurs, mais qui ne bosseraient pas 70 ou 80 heures par semaine, avec un suicide par semaine, mais qui bosseraient. Parce que, encore une fois, il faut partir de la réalité. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Regardez un couple de jeunes paysans. Souvent, l'époux ou l'épouse doit travailler à l'usine. À côté. Donc si elle travaille à l'usine, elle n'est pas disponible pour travailler la terre, ou il n'est pas disponible pour travailler la terre, ça c'est le premier point. Deuxième point, grâce à ce revenu universel, ça rentabilise quand même la ferme, et ça permet peut-être d'employer une troisième personne à mi-temps, qui elle-même aura son revenu universel. Donc ils ne vont pas se retrouver, à l'heure actuelle il n'y en a qu'un qui bosse à la ferme pendant que l'autre bosse à l'usine pour assurer le quotidien, et ils ne peuvent pas embaucher une personne parce qu'ils n'ont pas les moyens. Voilà la situation du paysan actuellement. Tandis qu'avec un revenu universel, on pourrait se retrouver avec 3 personnes qui sont actives dans la ferme, alors qu'à l'heure actuelle, on n'en a qu'une qui se crève à essayer de...
c'est ce que je croyais et que j'ai dit en face de paysans bio, tout ça, et qui m'ont dit bah non, pas du tout, parce que le salaire pour eux était vraiment très petit dans les frais de l'exploitation. Ouais. Et donc c'est pas du tout ça qui faisait un frein. Le principal problème, il était le ticket d'entrée en fait. Ouais. Le ticket pour accéder l'accès au foncier. Voilà. L'accès au foncier. Ouais. Et au matériel aussi. Mais il y a une proportionnalité entre le matériel et la taille des exploitations. L'origine économique agricole fait que si tu n'augmentes pas la taille de ton exploitation, voilà, tu es saturé. Et donc tu remplaces en fait un problème par un autre en dépendant du crédit agricole, tu t'endettes, etc. Qui est la première cause de suicide dans le secteur. C'est le crédit agricole qui tue. Effectivement, si au lieu d'avoir 200 hectares, tu n'en as que 20, tu n'as pas besoin de changer de tracteur tous les 3 ans. Et si tu n'as pas l'endettement, effectivement, c'est la première chose. Et l'accès au foncier, on a des approches associatives avec Terre de Liens, mais aussi des collectivités qui ont enfin compris qu'elles avaient un droit de préemption sur les terres et que si elles l'exerçaient, ça pouvait freiner la spéculation immobilière et permettre à des jeunes de s'installer. Mais bien sûr, ça existe, mais peu de collectivités encore s'en saisissent. Alors, ça ne dispensera pas aussi, pardon, ça ne dispensera pas d'une réforme de la PAC qui est scandaleuse. Qui ne fait pas renforcer la concentration. Puisqu'elle est basée sur le nombre d'hectares et non pas sur le nombre de personnes qui travaillent à la ferme. Mais ça, c'est une réforme. Voilà un exemple qui montre qu'il faudra aussi accompagner ce revenu universel de tout un tas d'autres réformes, comme par exemple la réforme de la PAC en ce qui concerne le monde agricole. La politique ne s'arrêtera pas avec le revenu de base, et c'est pour ça que c'est quand même bien, c'est que le revenu de base ne résout pas tous les problèmes, ça heureusement. La politique a encore toute sa place. Heureusement. Mais il ouvre le champ des possibles. Et ça, c'est important. Ça, c'est fondamental, de pouvoir se dire, est-ce que je peux pas faire autre chose? Merci Yves. Merci.